Ils pensaient que la nuit couvrirait tout. Ils ont eu tort. La moiteur de Savannah collait aux vêtements comme une seconde peau. Des criquets stridulaient derrière les palmiers. Les lampadaires jetaient des halos jaunes sur les trottoirs déjà brillants de pluie ancienne. Sarah Matthews marchait d'un pas mesuré, sac en bandoulière, clé dans la main droite. Sa journée venait de se terminer. 1 heure de cours de self-défense pour femmes au centre communautaire du quartier. Des pauses de respiration entre les consignes. Des regards de gratitude. Le bruit sourd des tatamis qu'on repliait. Ancienne championne de taekwondo, elle avait appris à lire les corps comme d'autres lisent les journaux. Elle connaissait les signaux, les déséquilibres, les petites choses qui trahissent l'intention. Elle passait par la rue des Magnolias pour rejoindre son studio. Les façades étaient calmes, et derrière une fenêtre, une radio diffusait une vieille chanson de blues. Sarah aimait cette portion de trajet. L'air gardait encore la chaleur du jour. Les réverbères faisaient scintiller des gouttes sur ses épaules. Elle ne prenait pas de raccourcis inutiles. La prudence était devenue une habitude simple, presque cérémonielle. La voiture de patrouille est apparue derrière elle comme un bruit qui s'approche trop vite. Les gyrophares n'étaient pas allumés. Un véhicule sombre, fenêtre baissée, le moteur mâchonnant un ronron qui semblait prendre plaisir à rompre la douceur de la nuit. Sarah sentit, sans se retourner, une tension dans l'air. Des voix, des rires étouffés. 3 silhouettes à l'intérieur, silhouettes communes, uniformes familiers au coin du quartier. Elle continua d'avancer, sans hâte ni peur visible, car la peur, pour elle, n'était qu'une information à traiter. La voiture ralentit et s'attarda à sa hauteur. Un des hommes abaissa la fenêtre. Celui-là, Jake Whitman, était jeune, la voix toujours en train de trouver son autorité. Il parlait fort pour l'entourage, pour le groupe. On entendit d'abord des plaisanteries, des remarques qui cherchaient à déranger. Sarah répondit d'un signe de tête poli, comme on répond à un inconnu qui vous adresse la parole dans la rue. Puis le rire monta, plus cruel. La main de Jake jaillit à travers l'ouverture, et dans un geste qui voulait humilier, il remonta brusquement le tissu de sa jupe, la jupe soulevée. La chaleur devint l'étau d'un instant. Le geste n'était pas une maladresse, c'était une brimade, un instrument de pouvoir mal placé. Sarah sentit le tissu pincer sa peau, sentit l'effronterie du contact. Autour d'eux, le rire. Des voix qui cherchaient à faire un spectacle de son corps, à faire d'elle, devant la rue, quelque chose de privé exposé au public. Le choc n'était pas que physique, c'était le message, l'intention de la possession. La tentative de la réduire à un objet d'amusement. Le temps se ralentit, mais pas de la façon hollywoodienne. Le monde n'a pas cessé de vivre, mais dans l'esprit de Sarah, chaque détail trouva sa place avec une clarté nette. Elle sentit le froissement du tissu, l'odeur d'un café tiède provenant d'une fenêtre ouverte, le vrombissement lointain du réfrigérateur d'une épicerie de nuit. Son corps n'eut pas la réaction que certains pourraient attendre de la peur panique ou de la colère explosive. Elle observa, elle inventoria, le poignet près de sa hanche, la clé qui pendait. Sa respiration s'accorda au battement de ses pensées. Ceci était une agression. Ceci nécessitait une réponse. Ceci devait rester sous son contrôle. « Hey, c'est juste une blague, non ?» dit Jake, la voix acidulée, cherchant des rires. « Laissez-la !» répondit Marcus Fields plus bas, comme s'il hésitait entre l'amusement et le malaise. Tom Delaney regarda droit devant lui, silencieux. La scène était déjà trop visible pour être ignorée. La réponse de Sarah vint sans cri, sans tumulte. Elle n'avait pas besoin de crier pour réclamer son propre espace. Sa main se posa sur le tissu, léger, pas pour le tirer, pas pour l'agripper, mais pour marquer son territoire. Ce geste muet qui disait « c'est à moi ». Jake rit encore, un son bref, mais ses doigts, qui tenaient le bord de la jupe, n'étaient pas préparés à ce que Sarah fasse ensuite. Elle saisit son poignet d'une prise ferme, déterminée. Pas une démonstration, mais une assertion. Une torsion contrôlée. Un court basculement du centre de gravité. Jake, surpris, perdit la maîtrise de sa position. Le véhicule chancela d'un son sourd. Une porte claqua. Des noms furent lancés. Tom essayait de reprendre l'autorité par la voix, mais il n'y avait plus que confusion. Marcus chercha ses mots, comme un marin qui perd son rapport à ses étoiles.
Le mouvement fut bref. La main de Sarah, professionnelle, remit le tissu en place. Elle ne cria pas, ne chercha pas à humilier en retour. Elle releva la tête et dit, avec une froideur calme qui vibrait d'exigence, « Ne touchez plus à mon corps ». C'était une phrase simple, mais dans le murmure de la rue, elle sonnait comme un verdict. Les secondes qui suivirent furent une sorte de vide sonore. L'air retomba autour d'eux. Les rires moururent, et quelqu'un, quelque part, soupira. Sarah recula d'un pas, ajusta son sac et poursuivit sa route. Pas de triomphe ostentatoire, pas de spectacle. Un pas, puis un autre. La voiture resta immobile. 3 hommes qui semblaient, pour la première fois, frappés par la distance entre l'image qu'ils voulaient donner d'eux-mêmes et ce qu'avaient fait leurs mains. Avant qu'elle ne disparaisse au coin, Jake la regarda autrement. Surpris, embarrassé, mais non encore conscient de la conséquence. Sarah ne sourit pas. Il n'y avait rien à sourire. Son calme était un rempart silencieux qui déstabilisait plus que n'importe quel reproche crié. C'était sa réponse choquante, la sobriété d'une maîtrise venue d'années de discipline. Les témoins qui avaient été à proximité, quelques employés de nuit, un couple sur le porche, échangèrent des regards. Personne n'eut un geste immédiat. Beaucoup comprirent, plus tard, qu'ils avaient vu quelque chose qui changeait la manière dont on regarde la rue. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous pour d'autres récits de justice et de courage. La voiture entra au commissariat sans lumière bleue. L'air y était plus froid. L'odeur d'un café renversé flottait autour d'une radio qui parlait de procédure. Le bureau du chef, Captain Charles Brantley, était décoré de photos officielles et de médailles soigneusement alignées. Brantley observait la ville comme on observe une collection, avec l'œil de celui à qui incombe la gestion de l'image et la préservation de l'ordre. Quand on dit ordre, parfois on entend comment garder l'organisation intacte même quand le désordre nous rappelle nos failles. Les rapports commencèrent à arriver, comme toujours. Appel radio, échange de textos, une note griffonnée sur un comptoir. Mais le commissariat avait déjà senti la perturbation. Quelqu'un fit allusion à une « interaction », d'autres dirent « problème mineur ». Puis une voix fit remarquer que la voiture était revenue plus tôt que prévu, sans incident apparent, mais avec des visages fermés. La nature des choses fit que les détails s'en mêlèrent. Personne n'ouvrit immédiatement la boîte noire. Le Corscam de Jake avait enregistré l'entrée en rue et une suite de conversations banales. Puis, au moment de l'interaction, un blanc. Quelques minutes manquantes, un saut brusque dans la séquence. Le serveur local montra une latence inhabituelle et quelqu'un dans l'équipe technique souffla que la séquence avait sauté. Il faut imaginer l'angoisse étrange d'un policier étant plus préoccupé par un flux vidéo que par la moralité du geste filmé. C'était là une première fissure. Quand la preuve commence à disparaître, l'institution commence à se retrancher. Des notes anonymes apparurent sur le tableau des communications internes. Un employé laissa un message à la réception. Vérifiez le véhicule 4B, caméra défaillante. Un autre écrivit sur un bout de papier, glissé sous la porte du bureau du capitaine. Il y a un témoin. Brantley prit ces missives avec le mélange d'inquiétude et de calcul qui caractérise ceux qui tiennent des cantons de pouvoir. Il fallait évaluer les dégâts, contenir le scandale, protéger les hommes et l'image. Mais en face de sa réflexion clinique se dressa la dimension humaine. Un geste, une femme humiliée, un quartier qui regarde. L'opération de réparation n'allait pas être purement technique. L'enquêteur Daniel Reyes d'Internal Affairs fut assigné au dossier. Reyes avait l'habitude des dossiers compliqués, de ces histoires qu'on croyait linéaires et qui révélaient des strates de complicité et de négligence. Il regarda la séquence vidéo et fronça les sourcils devant l'espace manquant. Il fit des demandes formelles, mais il travaillait aussi avec une méthode qui n'était pas seulement technique. Il interrogea les gens, fouilla les mémos, écouta les conversations de couloir. Reyes aimait établir un sens des humains derrière les uniformes. Ce travail consistait souvent à reconstituer des scènes à partir de silence. Les jours qui suivirent, l'affaire prit une tournure qu'aucun des acteurs initiaux n'attendait. Le véhicule fut mis à l'impound pour examen complet. Les techniciens remontèrent le flux et trouvèrent des fragments récupérables. Certains morceaux étaient corrompus, d'autres intacts.
Un technicien, après des heures devant un écran, découvrit une partie du clip où l'on voyait, brièvement, le geste humiliant. La preuve existait donc. Elle n'était pas parfaite, mais elle était là. Ce fut suffisant pour monter une série d'entretiens. Les procédures s'enclenchèrent, mise en congé de Jake Whitman pendant l'enquête, convocation, réunion disciplinaire. Contrairement aux rumeurs qui circulèrent, personne ne clama la sentence. Les procédures étaient entamées. Les institutions se mobilisaient de façon lente, bureaucratique, inévitable. Au commissariat, l'atmosphère changea. Certaines conversations, autrefois faciles, devinrent mesurées. Marcus Fields et Tom Delaney, présents dans la voiture, durent raconter leur version. Fields parut embarrassé. Son visage trahissait la conscience d'un geste qu'il n'avait pas arrêté. Delaney se montra réservé, comme si le poids du service pesait plus que la nécessité morale de décrire un acte. La hiérarchie, quant à elle, connaissait l'urgence de préserver la confiance publique. Captain Brantley écrivit un mémo circulaire, demandant décorum et patience, mais dans ses tiroirs brillants, il savait que le vrai test serait la réaction de la communauté. La nouvelle sortit, pas tout de suite par un communiqué officiel, mais à travers un chuchotement. Un témoin avait filmé avec son téléphone. La vidéo, d'abord faible, gagna en clarté au fil des partages. Les visages dans la rue reconnurent la scène, et l'histoire prit une forme que les comptes rendus officiels n'avaient pas imaginée. Pas un incident isolé, mais un miroir d'expériences cumulées. Des voisins contactèrent le centre communautaire où Sarah enseignait. Certains vinrent en silence, d'autres demandèrent comment réagir. Les cours de self-défense virent une hausse d'inscriptions non seulement de femmes, mais aussi d'hommes qui voulaient comprendre, qui souhaitaient outiller la communauté différemment. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire, non pour orchestrer un lynchage, mais pour ouvrir une conversation. La question de l'humiliation publique, orchestrée par ceux qui ont le pouvoir. Des éditoriaux apparurent, des voix appelèrent à la prudence et à l'enquête. Quelques chroniqueurs proposèrent des récits simplistes, mais la plupart cherchèrent à comprendre la chaîne d'autorité qui avait permis un geste pareil. Dans un talk-show du matin, on intervint sur la nécessité de revoir la formation de la police, sur le respect et la gestion des interactions avec les citoyens. D'autres, plus réservés, demandèrent d'attendre la fin des investigations. Sarah, elle, refusa la vitrine. Des journalistes frappèrent à sa porte, certains avec respect, d'autres moins. Des propositions d'interviews et d'émissions sont arrivées. Elle déclina poliment. Sa force dans cette période ne se mesurait pas à l'audimat qu'elle pouvait générer, mais au refus de se laisser instrumentaliser. Elle avait une certaine idée de ce que signifiait préserver sa dignité sans transformer sa douleur en marchandise. Ces cours pourtant prirent une nouvelle dimension. Des femmes vinrent avec des larmes non montrées. Des hommes vinrent avec des promesses de lutter contre le silence. Sarah enseignait des gestes de défense, mais surtout des gestes de présence. Comment se tenir, comment reconnaître l'emprise, comment réclamer le respect. Dans les réunions disciplinaires, l'enquête d'Internal Affairs progressa par accumulation de témoignages, plutôt que par révélation spectaculaire. Daniel Reyes n'avait pas besoin d'en faire trop. Il présentait les faits calmement. La vidéo partiellement corrompue, le témoignage du témoin extérieur, les notes anonymes, la cohérence des récits. Il fit appel au dossier personnel, découvrit des incidents antérieurs où la conduite de Jake avait été signalée, et il constata des lacunes dans la réaction des supérieurs. Ces éléments suffirent pour que l'affaire dépasse le cercle de la simple querelle. Elle devint un symptôme d'une culture qui devait être examinée. La pression publique fut douce mais persistante. On vit des réunions de quartier où la parole se libérait, des assemblées où l'on parlait de dignité, de formation, de prévention. Des voisins se mirent à comparer leurs expériences, à tisser une carte mentale des endroits où la vulnérabilité se manifestait. Des cafés locaux offrirent des espaces pour ces conversations. Sarah y passa parfois, sans faire de discours, juste pour écouter. Elle devint un point d'ancrage, non une vedette. Des femmes commencèrent à lui dire « Après vous, j'ai osé parler à mon patron ». D'autres racontèrent des écoles où on avait besoin d'outils pour enseigner le respect.
La police, elle, dut répondre. Captain Brantley prit des mesures d'urgence, audits internes, séances de sensibilisation et une communication plus claire avec la mairie et le conseil. On mit des programmes en place pour revoir la formation, et le véhicule en question fut impound pour examen technique plus poussé. Les rumeurs de suppression de preuves, la partie corrompue de la vidéo, furent utilisées par ceux qui cherchaient à noircir davantage l'institution. Mais pour la plupart, le problème était moins la dissimulation que la culture qui permettait des gestes indignes. Certaines voix internes préconisèrent l'introspection plutôt que la polémique. La démission de Jake, lorsqu'elle se produisit, ne fut pas présentée comme une confession totale, mais comme un geste administratif qui visait à calmer la tempête. Dans les premières heures qui suivirent l'annonce, des opinions divergeaient. Certains applaudirent, d'autres la trouvèrent insuffisante. Marcus Fields reçut une sanction disciplinaire, Tom Delaney fit l'objet d'un avertissement formel. Les détails juridiques restèrent en suspens, réclamant du temps et des procédures. La justice institutionnelle suivit son cours, lent et mesuré, souvent insatisfaisant pour ceux qui voulaient des réponses rapides. Mais les conséquences étaient palpables. Un mouvement vers la responsabilité, des ouvertures de dossiers, un examen public. La communauté, quant à elle, se transforma en un réseau de gestes discrets. On organisa des collectes pour financer des ateliers, on afficha des flyers pour des sessions de formation, on offrit des billets pour les cours de Sarah à des femmes qui ne pouvaient se permettre de payer. Dans une boulangerie du coin, un employé écrivit au tableau noir « Courage, Sarah ». Ce petit acte silencieux fit le tour du quartier. Les choses changèrent pas à pas, non pas sous l'effet d'une colère hystérique, mais à travers une attention renouvelée portée aux vies quotidiennes. Les enfants qui jouaient le long des trottoirs virent leurs parents regarder les rues d'un autre œil. On ne pouvait plus ignorer les gestes qui, autrefois, étaient passés comme des faits divers. Sarah, elle, continua d'enseigner. Ses cours se concentrèrent moins sur les techniques lourdes que sur la confiance, sur le langage du corps, sur la manière de réclamer son espace. Elle accepta toutefois, timidement, des témoignages anonymes pour l'enquête. Elle s'assit avec Daniel Reyes pour décrire l'incident, donner sa version, expliquer ses limites. Elle ne voulait pas être utilisée comme un témoignage spectacle. Dans ces échanges, elle était nette. Elle avait agi pour se défendre et pour ne pas être réduite. Son intention n'était pas de briser des carrières pour le plaisir, mais de rappeler que la dignité ne se marchande pas. Avec le temps, des gestes apparurent qui indiquaient un changement progressif. Les agents commencèrent à suivre des séances de sensibilisation. Quelques-uns, dans l'équipe, prirent l'initiative d'ouvrir des conversations sur la toile comportementale qui pouvaient conduire à l'excès. La mairie promut des tables rondes entre représentants policiers et leaders communautaires. Personne ne prétendit que tout était résolu. Les habitudes, surtout celles qui résident dans les petits gestes, demandent un travail patient et continu. Mais le climat s'était modifié. L'imprégnation d'une journée où l'humiliation avait été rendue visible avait brisé certains silences. Ce qui marqua peut-être le plus, c'était la manière dont la ville commença à regarder. Les passants ralentissaient pour saluer les femmes seules dans la rue avec une politesse nouvelle. Des propriétaires de commerce mirent à disposition des numéros d'urgence visibles. Des fédérations locales financèrent des programmes pour jeunes adultes. Sarah marchait encore par les mêmes rues, mais elle avait transformé sa promenade en un acte politique sans grandiloquence. La dignité retrouvée se manifestait par sa posture, par son refus de la médiatisation et par sa persévérance dans la vie ordinaire. Elle ne cherchait pas à être le symbole, et pourtant elle le devint. Lors d'une soirée, assise à une table de café, elle regarda une vieille affiche de compétition de taekwondo accrochée au studio. Les photographies montraient une jeune femme concentrée, poings serrés, regard clair. Les succès sportifs avaient modelé sa manière d'être. Discipline, respect des limites, conscience du corps. Ses traits s'étaient révélés à Savannah d'une autre manière, mais sans trahir leur essence. Ce n'était pas la violence qui avait réglé la situation. C'était la maîtrise et l'exigence d'un espace intact. Les semaines passèrent. L'enquête continua, certes, avec ses portions de frustration et ses lenteurs. Mais un fait demeure.
L'incident avait forcé une conversation publique et privée sur la manière dont les institutions se confrontent à leurs propres dérives. Les mémos circulèrent, des promesses furent faites, des audits programmés. Dans certains quartiers, des habitants se mirent à créer des groupes de veille. Ce n'était pas une vengeance, c'était une demande de responsabilité. Les choses avaient changé, pas radicalement, mais suffisamment pour que l'on sente, dans l'air, une vigilance nouvelle. Sarah savait que sa réponse n'avait pas été spectaculaire. Elle savait aussi que c'était précisément son absence de spectacle qui avait été le choc. On attendait d'elle un tumulte, une scène, un retentissement. Et elle donna quelque chose de plus difficile à digérer pour ceux qui aiment la domination, le calme de la compétence. La ville, devant cette leçon, avait été obligée de se revoir. La dernière image de cette histoire la montra marchant à l'aube, quand la nuit s'efface mais que la ville n'est pas encore réveillée. Les magnolias exhalaient leur parfum, et les premières livraisons faisaient cliqueter des cartons sur les quais. Elle traversa la rue sans hâte, les mains dans les poches, la posture droite. Des passants la reconnurent, mais elle n'accepta aucun salut qui cherchait à la transformer en performance. Elle avait, à sa façon, réclamé un espace pour les autres, non par la colère mais par l'exigence du respect. Les conséquences institutionnelles restaient en cours. Les effets sur la communauté, eux, continuaient de se mesurer en petits gestes, inscriptions à des cours, réunions, partenariats entre écoles et associations. Les lieux où l'on pouvait anciennement ignorer les humiliations se mirent à les questionner. Et quelque part, dans l'esprit des gens, une vérité simple s'était imposée. L'humiliation publique n'est pas un risque à prendre à la légère. Elle appelle une réponse. Parfois, cette réponse est bruyante. Parfois, elle est silencieuse et précise. Parfois, elle tient en une phrase dite doucement mais avec une autorité inébranlable. Ne touchez plus à mon corps. La réponse choquante, annoncée par le titre, n'était pas un retour de violence spectaculaire, mais la subversion du récit. On attendait la victime humiliée, dépendante d'un secours extérieur. On trouva une femme qui connaissait son propre poids et qui, avec la brièveté d'un geste entraîné, rappela à ceux qui pensent gouverner l'espace public que le pouvoir ne s'exerce pas par la détresse des autres. Sarah enseigna ensuite que la vraie force n'est pas dans l'affrontement, mais dans la capacité à reprendre possession de soi, à transformer une accusation en exigence, et à laisser la communauté, peu à peu, prendre position. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et dites en commentaire si vous avez été témoin d'une injustice et comment vous y avez réagi. Vos expériences nourrissent la conversation, et c'est collectivement que les rues deviennent des lieux plus sûrs.